la présidente de la commission. J'ai reçu de M. Bruno Le Roux et de ses collègues membres du groupe socialiste, écologiste et républicain une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 10 du règlement. La parole est à Mme Bernadette Laclais. Pour une durée ne pouvant excéder 15 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, initiée par notre collègue Jean-Pierre Door, s'intitule « Pour l'avenir de notre système de soins » et a pour objectif, je cite, « de proposer les aménagements qui apparaissent indispensables pour améliorer à court terme les capacités d'adaptation du système et sa performance au service de nos concitoyens. » Elle propose, et je cite toujours, de rééquilibrer le système en le déshospitalisant d'une part et en redonnant toute sa place à la médecine de ville. Elle est d'ores et déjà présentée par certains, acteurs de la santé ou politiques, peut-être qui en sont les inspirateurs, comme une contre-réforme à la loi santé de Marisol Touraine. Pourtant, et on peut le noter à la lecture du titre que vous avez choisi pour cette PPL, vous ne vous inscrivez pas dans vos propositions et, comme on aurait pu le penser, dans une remise en cause de la loi dite de modernisation de notre système de santé, portée par Marisol Touraine et promulguée le 26 janvier 2016, c'est-à-dire il y a seulement quelques semaines. Votre proposition de loi ne comporte en effet aucun article visant à amender la loi dans son titre 1, dans son volet prévention, et je m'en réjouis. Ni les articles concernant le paquet neutre qui se met en place ces jours-ci, ni les articles relatifs aux salles de consommation à moindre risque qui ont pourtant mobilisé notre hémicycle à votre initiative, chers collègues des Républicains, de nombreuses heures, ne sont même évoqués dans cette proposition de loi. Pas plus d'ailleurs que la lutte contre l'alcoolisme, l'obésité ou les maladies chroniques. Nous nous réjouissons donc que vous ayez fait vôtre ce titre 1 relatif à la prévention et qui préfigure bien à nos yeux ce que doit être un système de soins à l'avenir. Un système qui sait anticiper et prévenir dès le plus jeune âge et protéger le plus possible des maladies que nous pouvons éviter. On peut souligner d'ailleurs qu'en ayant fait le titre 1 de sa loi, la ministre entendait bien faire de la prévention un axe prioritaire du système de santé, avec pour objectif de combattre les inégalités dans ce domaine, mais aussi de préserver notre sécurité sociale, car il est toujours plus coûteux de guérir que de prévenir. On peut d'ailleurs noter à cet effet que les efforts faits depuis 2012 nous permettent d'enregistrer des évolutions positives des comptes de la sécurité sociale, sans déremboursement et en prenant néanmoins en charge les innovations thérapeutiques, comme nous avons pu le constater avec satisfaction pour l'hépatite C. Notons d'ailleurs aussi que la note récente relative aux évolutions de l'Ondam 2016 sont très rassurantes et confirment, s'il en était besoin, que nous tenons le cap difficile de garantir dans la durée un retour à l'équilibre tout en garantissant un égal accès aux soins et à l'innovation. Le déficit escompté de la sécurité sociale pour 2016 est même en retrait de 600 millions d'euros par rapport aux prévisions initiales de l'année, et depuis 2012, celui-ci est en réduction de 70%. Qui pourrait contester ces données chiffrées, qui sont le gage même de la pérennité d'un système de santé efficient? Dans ce contexte, vous centrez votre PPL sur des sujets que nous connaissons bien, car ils constituent pour vous des totems que vous brandissez comme des arguments pour inquiéter nos concitoyens ou pour donner des gages à votre électorat. Mais dans cette PPL, vous conviendrez qu'il y a au fond peu ou pas de propositions nouvelles, pas de sens, pas de cap, pas de direction nouvelle, mais une suite d'articles qui viennent amputer sur quelques points, certes emblématiques, la loi de janvier 2016 et qui n'hésitent pas à proposer des mesures déjà existantes ou à rappeler des points figurant dans le code même de la santé, laissant ainsi penser qu'ils pourraient avoir disparu avec la loi santé. Ainsi en est-il de l'article 1, qui pourrait laisser penser à un lecteur non averti
que la loi de janvier 2016 reviendrait sur le libre choix du patient, alors même que l'article L. 1110-8, premier alinéa du Code de santé publique précise le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire. La loi du 26 janvier étant venue, au contraire, renforcer le choix des patients en matière de prise en charge ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu'ils relèvent de soins palliatifs, à la grande satisfaction des associations de patients, mais aussi de médecins concernés. De la même manière, la loi du 26 janvier n'a pas remis en cause la liberté d'installation des médecins, comme parfois nous l'avons entendu ici ou là. Notons d'ailleurs avec satisfaction que votre PPL ne revient pas sur la notion de communauté professionnelle de territoire de santé et son corollaire, le contrat territorial de santé, même si votre article 7, sous le prétexte de souplesse, vise ni plus ni moins à supprimer l'initiative que pourraient avoir les ARS en cas de défaut d'initiative des professionnels. Permettez-moi, comme je l'ai fait lors des débats dans cet hémicycle, lors de l'examen de la loi de janvier 2016, ou la semaine dernière, en débat en commission, de vous dire notre profond désaccord, mais surtout notre perplexité devant votre proposition. Car au fond, que proposez-vous ? Ni plus ni moins que de créer des inégalités territoriales et des inégalités entre nos concitoyens. Nous savons tous très bien qu'il y a aujourd'hui des communautés qui peuvent fonctionner et des territoires où les professionnels sont insuffisants ou peu organisés entre eux. Faut-il accepter cet état de fait et donc considérer que l'ARS n'aurait pas, dans ces territoires, à encourager, à initier, à rechercher les moyens de créer la synergie ? Non, bien sûr. Et la rédaction de cet article, reprise en concertation avec les acteurs concernés, a permis de rassurer sur les intentions. L'ARS n'interviendra qu'à défaut d'initiative des professionnels et en concertation avec les unions régionales et les représentants des centres de santé. Vous nous dites que certaines ARS, c'est ce que vous nous avez dit en commission, ne valideraient pas les projets proposés par les communautés professionnelles. Permettez-moi de souligner, monsieur le rapporteur, qu'en aucune manière votre proposition permettrait de résoudre éventuellement ce problème. Non, il s'agit bien pour vous de proposer de supprimer toute capacité d'initiative aux ARS en cas de carence ou de difficulté à se fédérer des professionnels. Supprimer cet alinéa serait un mauvais coup porté aux territoires les moins dynamiques et nous ne saurions le cautionner. 2 articles de votre proposition de loi portent sur l'hôpital. L'article 3 vise à rétablir le modèle de la loi HPST et de supprimer la notion de service public hospitalier telle que définie par l'article 99 de la loi de modernisation de notre système de santé, qui réaffirme solennellement l'existence du service public hospitalier autour d'un bloc d'obligations, comme l'absence de dépassement d'honoraires, la permanence de l'accueil et l'égalité d'accès aux soins. S'il respecte ce cadre, un établissement privé à but lucratif peut participer au service public hospitalier tel que le prévoit l'article L. 6112-3 du Code de santé publique. Il nous semble au fond normal que l'on puisse se réclamer du service public si l'on en respecte les valeurs, les obligations et les contraintes qu'elles impliquent. Nous avons là une divergence que nous ne saurions plus aujourd'hui qu'hier lever, mais là aussi, nous pouvons enregistrer avec satisfaction que votre PPL ne remet pas en cause les articles relatifs au groupement hospitalier de territoire qui se mettent en place après concertation et parution des décrets d'application. Quelques brefs mots sur l'article 4. Celui-ci ne nous semble pas aujourd'hui répondre aux attentes de simplification de réglementation des CHU qui, par ailleurs, bénéficient déjà d'une autonomie administrative et financière. Mais sans doute, et c'est bien l'essentiel pour votre groupe, cette PPL vise à revenir par son article 2 sur la généralisation du tiers payant prévue par l'article 83 de la loi du 26 janvier 2016. À quelques mois d'échéance importante, on voit bien la finalité de vos propositions. Mais je voudrais m'arrêter juste quelques instants sur l'enjeu. Améliorer l'accès aux soins des Français, de tous les Français. Et si vous avez raison de souligner que les plus fragiles ont déjà le tiers payant, vous passez complètement sous silence la situation de ceux qui sont au-dessus des plafonds de la CMU et de l'ACS, dont je rappelle que ces plafonds sont aux alentours de 700 et de 900 €, donc sont extrêmement bas,
et pour lesquels l'avance des frais peut être, on le sait, rédhibitoire dans le choix de soins. Depuis 4 ans, l'amélioration de l'accès aux soins est une priorité du gouvernement et de la majorité. Encadrement des dépassements d'honoraires, arrêt des mesures de désengagement de l'assurance maladie, relèvement des plafonds CMU-C et de l'ACS et surtout suppression des franchises médicales pour les bénéficiaires de l'ACS. En 3 ans, les restes à charge des Français ont baissé, comme le montrent les études récentes. Ainsi, comme le révèle une étude de la DREES, qui date seulement de quelques mois, septembre 2015, la part des dépenses de santé qui restent à la charge des ménages s'établit à 8,5% en 2014, soit une baisse de 0,2%, baisse confirmée sur 3 années consécutives, alors même qu'il a notablement augmenté entre 2006 et 2011, s'établissant pour l'année 2011 à 9,2%. Voilà quelques chiffres qu'il me semble bon de rappeler. Et c'est bien dans ce cadre d'un accès amélioré pour tous les Français aux soins que s'inscrit la mesure de généralisation du tiers payant qui se mettra en place progressivement concernant la partie prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, et les professionnels de santé pourront en plus proposer le tiers payant pour la partie remboursée par les complémentaires santé. Notons enfin que sur le sujet de la désertification et du manque d'attractivité de la médecine en libéral dans beaucoup de nos territoires, que pourtant vous considérez comme prioritaire, vous ne faites dans cette PPL aucune proposition ou suggestion. Vous passez également sous silence les aspirations des jeunes médecins, notamment, qui à 90% veulent être salariés. Vous passez également sous silence l'effort sans précédent fait avec le pacte territoire santé et la mise en place des maisons de santé qui répondent aux attentes de rompre avec l'isolement du médecin généraliste, qui est une des causes de la non-installation dans nos territoires ruraux et de montagne des jeunes professionnels. Préférant la position souvent théorique, pour ne pas dire dogmatique, à la vraie prise en compte des difficultés et des attentes des professionnels de santé et à la recherche de solutions nouvelles et innovantes, comme Madame la ministre a accepté de le faire pour les médecins de nos stations de sport d'hiver, ou comme elle vient de le faire pour donner son accord à l'expérimentation de solutions pour les frais de déplacement des professionnels infirmiers intervenant en zone de montagne. Et je profite de cette tribune pour remercier le gouvernement de cette ouverture. Enfin, permettez-moi de reprendre la remarque de notre collègue Gérard Bapt en commission concernant l'article 11, qui à lui seul peut-être résume votre projet de société en matière de santé. Vous prévoyez un parcours de prévention donnant lieu à la signature d'un contrat de prévention conclu entre l'organisme compétent et l'assuré s'engageant à être acteur de son maintien en bonne santé. On peut, en lisant entre les lignes, comprendre que ces contrats incluront des sanctions et ainsi mettre le patient à la merci d'un payeur. Le risque nous semble donc très grand de s'engager dans cette voie. Et oui, décidément, nous n'avons pas la même appréciation de ce que doit être un système de santé moderne et attentif à toutes les situations, et particulièrement celles des plus fragiles. Enfin, permettez-moi de réagir aux propos qui ont été tenus par notre collègue député Leonetti, pour lequel j'ai beaucoup de respect dans ses positions, mais qui, pour le coup, tient une position ici à la tribune qu'il faut clarifier. Car certains d'entre vous sont pour la coercition à l'égard de l'installation des médecins et d'autres sont pour la liberté d'installation des médecins. Je crois que chacun pourra donner à la majorité qui s'est exprimée ce matin la cohérence de sa position dans ce domaine. Nous sommes pour l'accompagnement, pour le soutien, mais jamais pour la contrainte, l'incitation plutôt que la contrainte dans ce domaine. Pour toutes ces raisons, nous demandons le rejet de cette proposition de loi. Non seulement celle-ci revient sur des dispositions à nos yeux fondamentales de la loi de modernisation de notre système de santé, adoptée par notre Assemblée le 18 décembre, mais de surcroît, elle ne propose qu'une vision très partielle de la problématique, alors même que notre système de santé a besoin aujourd'hui d'ambition, de cap clair et de décisions fortes, celles-là même que nous avons entérinées par notre vote le 18 décembre dernier. Je vous invite donc, chers collègues, à voter la motion de rejet que vous propose notre groupe. Merci, Madame Laclais. Monsieur le ministre, souhaitez-vous intervenir au nom du gouvernement? Non. Madame la présidente de la commission?
Monsieur le rapporteur, non, je vais donner la parole pour les explications de vote.